20 heures de bus, nous arrivons le samedi 16 décembre dans la ville de Mexico. Située à une altitude de 2240 mètres, cette capitale est occupée par 11 millions d'habitants et un taux de pollution dépassant largement les limites maximum autorisées en Europe. Depuis le sommet de la Torre Latinoamericana, le plus haut bâtiment d'Amérique du Sud, au 42e étage, la ville s'offre à notre regard. Elle a été construite sur un lac du nom de Texcoco, mais les travaux de drainage commencés par les Aztèques asséchèrent peu à peu cette immense lagune. Au pied de la tour, nous observons le peu de verdure qu'offre la place Alameda au milieu de cette jungle de béton, mais notre attention va vers cette estrade verte qui nous intrigue. En fait, et c'est beaucoup plus joli de nuit, il s'agit de la décoration de Noël, largement inspirée de Walt Disney. N'oublions pas que nous ne sommes plus qu'à 9 jours de Noël. Tout le centre de la ville de Mexico s'est paré de ses plus belles décorations et panneaux lumineux. Le 17 décembre, dans la rue du 5 mai, tout près de la cathédrale, nous trouvons à nous loger dans un hôtel de basse catégorie, mais très bon marché. Voici notre petit intérieur coquet. 18 décembre, chaque matin, nous sommes réveillés par les musiciens de rue. Lorsqu'on sait que le salaire moyen d'un ouvrier mexicain est de 150 $ par mois, on comprend que chacun se débrouille comme il peut. Puis nous commençons la visite de la ville et admirons le Palais des Beaux-Arts. Construit en marbre blanc de Carrare, la pression de son propre poids l'a déjà enfoncé de 4 mètres dans le sol mou de la ville. Vu depuis en bas cette fois de la tour latino-américaine, haute de ses 44 étages, résistant au tremblement de terre. Nous en avons ressenti 3 légers aujourd'hui. Ensuite, c'est le tour de la cité universitaire où se regroupent environ 120 000 étudiants répartis dans plus de 80 bâtiments. Le plus connu est sans doute la bibliothèque universitaire avec ses 1 200 000 volumes. C'est un édifice de 10 étages sans fenêtres qui domine la salle de lecture. Il a été entièrement recouvert de mosaïques en pierre naturelle, sauf le bleu qui est en vert, par l'artiste Juan O'Gorman qui a représenté les 3 époques culturelles du Mexique. Après, c'est la visite de l'incontournable musée anthropologique, une vraie merveille qui regroupe tout ce qu'il y a des civilisations précolombiennes. Des sculptures, des statues, des masques provenant des Incas, Mayas, Toltecs, Olmecs, Aztèques, Zapotèques, tout y est. Ici, des statues en relation avec la civilisation de San Agustín en Colombie. Là, la reconstitution du tombeau du palais des inscriptions de Palenque. Puis une merveilleuse stèle représentant un guerrier de Tikal, suivie par de splendides têtes taillées dans la pierre. Ensuite, la fameuse pierre de 24 tonnes et 4 mètres de diamètre représentant le calendrier aztèque. Et enfin, les reproductions de dessins symboliques gravés sur des os humains, généralement sur le tibia. Ici, un prisonnier vraisemblablement destiné au sacrifice. Et pour finir cette fascinante écriture maya avec quelques-unes de ses significations. Notre visite se poursuit sur la place du Zócalo avec sa cathédrale Metropolitana entourée de sa ceinture urbaine engorgée de jour comme de nuit. Puis c'est le Palacio del Ayuntamiento, autrement dit l'hôtel de ville, tout au fond le palais de justice, et enfin le palais national, long d'environ 235 mètres. Nous regardons passer la police sur des Harley-Davidson et cette incroyable quantité de voitures américaines qui nous montre bien l'influence des États-Unis voisins. Mais il y a aussi ces fameuses VV coccinelles dont la quantité n'est due qu'à sa fabrication mexicaine. Et enfin, ces bus qui nous permettent de nous déplacer dans tout le pays. La cathédrale est la plus grande du continent. Elle a été érigée à partir de 1537 sur l'endroit exact où se trouvait le grand temple des Aztèques nommé Teocalli.
19 décembre, la vie continue avec son cortège de surprises. Nous recevons une lettre d'André qui nous indique son départ pour la Suisse. Il n'a pas réussi à vendre le Dodge. Nous devrons donc retourner en Colombie pour régler le problème. Mais avant tout, le 20 décembre, nous prenons le bus pour aller visiter le dernier site archéologique qui m'intéresse, celui de Teotihuacan. En langue nahuatl, celle des Aztèques, Teotihuacan signifie « lieu où les hommes se transforment en dieux ». Sur une superficie de 20 km², la ville fut construite en 6 époques allant de 150 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 750 après. Elle abritait entre 25 000 et 30 000 habitants. Nous commençons notre visite par le temple de Quetzalcoatl, sur lequel apparaissent de très belles sculptures, dont celle des 2 dieux de Teotihuacan. Puis les têtes de serpent sortant d'une fleur à 11 pétales qui serait à l'origine du nom de ce temple. Ensuite, les 2 têtes du dieu Tatloc, ou dieu au nœud dans la coiffure. Et enfin, la rampe d'escalier bordée de têtes de serpent. La rue des Morts. Elle a une orientation de 15 degrés 30 minutes à l'est du nord astronomique et c'est la principale avenue de la ville. Sa longueur atteint environ 4 km et sa largeur est de 45 mètres. La pyramide du Soleil, c'est la construction la plus volumineuse de toute la ville. Cet édifice a 60 mètres de haut, mais à l'origine, il possédait un temple sur sa partie supérieure, ce qui lui donnait une hauteur de 75 mètres. Son volume est de 1 million de mètres cubes et le Soleil se couche exactement en face d'elle. Depuis là, nous traversons la place pour arriver sur la pyramide de la Lune. Sa hauteur est de 46 mètres, mais elle se trouve au même niveau que celle du Soleil, car elle est construite sur un terrain plus élevé. Cette pyramide, de même que celle du Soleil, a différentes structures intérieures qui correspondent à différentes époques. Celle qui se voit date de l'an 350 après Jésus-Christ. La traversée se poursuit et nous conduit jusqu'au palais de Quetzalpapalotl, dont on est assuré qu'il servit de résidence à un notable ou à un premier prêtre. Ses colonnes sont richement décorées de bas-reliefs. Enfin, nous arrivons dans le dernier endroit appelé Tetitla, où l'on trouve ces peintures faites d'un mélange de chaux et de sable recouvert de couleurs mélangées probablement avec de la sève de maguey, substance collante. Elles représentent le dieu Tlaloc. Puis nous faisons nos adieux à ces fantastiques civilisations disparues et au Mexique. Le dimanche 24 décembre à 20h45, nous décollons de Mexico pour arriver à 22h15 à Guatemala City. Grâce à une autorisation exceptionnelle, nous passons la nuit du 24 au 25 dans l'aéroport et fêtons Noël avec la police et les douaniers. Le 26 décembre, nous décollons à 8h10 et faisons une première escale à San Salvador, puis à Managua, au Nicaragua, où le dictateur Somoza est en ce moment barricadé dans sa villa, puis encore une escale à San José, au Costa Rica, et une dernière à Panama, dont nous observons le canal. Nous atterrissons à 17h50 à Medellín, et c'est le 27 décembre, avec nos 82 kilos de bagages, et après 19 heures de bus, que nous retrouvons le Dodge dans son parking à Bogota. 28 décembre, les pompiers de Bogota nous laissent laver le Dodge avec leur matériel, puis nous invitent à manger. Ils sont très sympas. Aujourd'hui, nous dépassons par hasard un petit cousin du Dodge, mais lui est carrossé d'origine. Le 31 décembre, nous passons la nuit dans notre parking et fêtons sobrement le Nouvel An. Toutes nos journées sont consacrées à la recherche d'un acheteur potentiel et c'est dans ce quartier riche que le 5 janvier 1979, nous en trouvons un. Il s'appelle Eduardo Isasa Rodriguez et dorénavant nous stationnerons devant chez lui et lui donnerons un sérieux coup de main pour terminer l'aménagement de son van afin qu'il puisse le vendre et ainsi nous acheter le Dodge, qui est encore en parfait état malgré cette petite fuite dans le circuit de frein. Et c'est sous le regard approbateur et armé du sympathique gardien de la maison d'en face que l'accord est passé et que nous établissons le contrat de vente légalisé par le ministère de l'Intérieur et un notaire. Dimanche 7 janvier, nous partons avec Eduardo et sa fiancée à 38 km au nord-est de Bogota. Par une très belle journée, nous stoppons dans ces paysages qui nous rappellent des fjords norvégiens.
Mais cela nous rapproche déjà un peu plus de l'Europe avec ses paysages de lacs et de montagnes, mais aussi de vaches. Et de très belles fleurs de montagne, ainsi que de très belles forêts de pins dont le sol est tapissé d'aiguilles. Mais aussi de forêts d'eucalyptus dans laquelle nous pique-niquons et faisons connaissance avec un hôte de passage. Dimanche 28 janvier, nous partons à 1 heure de route au nord de Bogota pour visiter Teusa, un village abandonné. Il a été presque entièrement détruit par un tremblement de terre il y a une dizaine d'années. Il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il est toujours intéressant d'observer les dégâts que peut provoquer un séisme naturel, et cela me permet encore de compléter par quelques images insolites la collection de celles que j'ai prises sur ce continent latino-américain. Et ce n'est pas grâce aux incantations d'André qui se prend tout à coup pour une sainte que le village s'est reconstruit petit à petit à l'extérieur. Mais tout simplement pour la richesse de ses terres. Et pour la tranquillité bien gardée de cet endroit. Mais il est temps de rentrer à Bogota car notre voyage touche à sa fin. Nous nous stationnons à nouveau devant chez Eduardo. Curieusement, on ne nous laisse pas nous laver les cheveux dans la maison, mais nous pouvons utiliser le tuyau d'arrosage pour ce faire sous le regard amusé des enfants. Comme Eduardo se marie dans un mois, nous avons remplacé un mot sur le panneau qui veut maintenant dire « Jeunes mariés sur les chemins de l'Amérique » à la place de « Jeunes Suisses ». Enfin, Eduardo et sa fiancée nous invitent à passer une soirée chez eux et nous offrent un gâteau aux cerises et noix de coco décoré de la croix suisse. De ce fait, nous recouvrons notre emblème national par celui des couleurs colombiennes. Puis à l'intérieur de la cabine avant, nous lui installons sa radio-émetteur CB. Et à l'extérieur, l'antenne correspondante. Nous passons une dernière nuit dans le Dodge. Au matin, nous prenons les dernières photos souvenirs et je filme la dernière séquence qui va suivre à la gloire de notre véhicule. Adieu el abuelo, le grand-père, comme le nomment les Sud-Américains. C'est la dernière fois que nous le voyons, d'autant plus que jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais reçu un seul centime de cet escroc qui le conduit. Mercredi 31 janvier 1979, cette fois c'est parti. Notre avion décolle à 11h30. Et c'est avec une certaine nostalgie que nous regardons ce continent sur lequel nous avons admiré tant de merveilles et partagé de passionnants contacts humains. Notre première escale sera pour Miami, puis pour Nassau, aux Bahamas, où par hasard nous apprenons qu'au même moment, le pape se trouve aussi dans l'aéroport. Et enfin, c'est 30 heures plus tard que nous arrivons à Lausanne, la tête un peu dans les nuages, mais l'esprit enrichi de bien des souvenirs.